Bonjour, on est ravis de vous accueillir à France 3 Occitanie, ici dans l'un des studios de France 3 à Toulouse. On est ensemble pendant quelques minutes avec Amélie Poisson, qui est ma collègue journaliste. Bonjour. Petite présentation tout d'abord, je m'appelle Nicolas et je suis journaliste. Et je co-présente avec Amélie le journal régional de 19h. C'est un nouveau journal qui s'appelle Ici 1920 et qui traite à la fois l'information régionale, nationale et internationale. On est ici pour évoquer la semaine emploi et handicap, parler de notre métier de journaliste, mais aussi échanger avec vous sur l'accessibilité de l'information, information télé et information sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important, surtout à votre âge. Je sais que vous êtes très branchés réseaux sociaux, enfin je crois. Et c'est un vrai plaisir pour nous de vous recevoir. Quand on nous a parlé du projet avec Nicolas, on a tout de suite dit oui, parce qu'on avait envie d'entendre vos questions et de pouvoir y répondre et d'échanger ensemble sur l'information que vous regardez, quelle information peut vous intéresser, comment vous la regardez. Donc on est aussi très curieux d'échanger avec vous. On va commencer en vous donnant la parole tout de suite. Qui veut commencer? C'est le plus difficile, se lancer. Avec la première question. Allez. Virgile? Ok. Dans la manière dont vous transmettez les informations, est-ce que vous essayez d'être le plus objectif possible ou est-ce que vous amenez une part de subjectivité? Je me lance? Si tu veux. Allez. Je pense qu'on n'est jamais totalement objectif. Il y a toujours une part de personnalité, de subjectivité, ne serait-ce que dans la forme, le visage, les expressions. Et après, dans le traitement des informations, que ce soit nous, présentateurs, ou dans les reportages, on essaie d'être le plus honnête possible. Il y aura toujours une petite part de subjectivité sur un choix, une façon de traiter l'information. Mais on essaie d'être le plus honnête et dans la hiérarchie, dans la présentation, dans la diversité des interlocuteurs. Le principe, c'est alors l'objectivité, mais c'est la neutralité. On travaille sur des faits. La méthode, c'est le fait, qu'est-ce qui s'est passé, donc qui, quoi, où, quand, comment, et éventuellement pourquoi. Ça, c'est les réponses auxquelles on essaie de répondre à chacun de nos reportages. Et en ce sens, si effectivement, le matin, quand on part en reportage, quand il y a une actualité, on définit un angle. On va dire par exemple sur la manifestation des agriculteurs qui a lieu aujourd'hui, on va traiter tel aspect, peut-être les bouchons, les embouteillages que ça génère, ou on va traiter les revendications. Ça, c'est un angle qu'on définit le matin, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Donc ça, c'est la part peut-être éditoriale, on dit, plus subjectif. Mais en revanche, on va vraiment à France 3 Occitanie essayer de le traiter de manière neutre. C'est-à-dire qu'il y a tant de kilomètres de bouchons, tant d'agriculteurs mobilisés pour telle et telle revendication, etc. Donc on a des reportages qui sont normalement neutres et qui sont très différents de ce qu'on peut voir à la télévision, d'un éditorial par exemple, quand un éditorialiste prend la parole et donne son opinion. Nous par exemple, Nicolas et moi, en plateau, on ne donnera jamais notre opinion. Et en ce sens, c'est plus quand même proche de l'objectivité que de la subjectivité. Objectivité, donc si on résume, on laisse tout le temps effectivement ces deux notions de neutralité puis d'honnêteté, de diversité de parole, si possible. Merci. On continue? Est-ce que c'est possible en tant que sourd d'être journaliste aussi? Amélie? Alors, moi je pense que oui, parce qu'en fait, c'est pas aux personnes sourdes de s'adapter aux médias, c'est plutôt la rédaction et les médias dans lesquels on travaille qui devraient s'adapter aux personnes sourdes ou même à tout type de handicap. Est-ce qu'il est possible de travailler dans tout type de médias? Ça, je n'ai pas forcément la réponse parce que ça dépendrait des rédactions. En revanche, si tu as envie de devenir journaliste,
et je te le dis en te regardant dans les yeux, tu peux devenir journaliste. Ça, j'en suis convaincue. Le chemin sera peut-être pas facile, mais c'est possible, et c'est en ce sens qu'il ne faut pas lâcher ses envies et ses rêves, parce que je pense que nous sommes, les rédactions peuvent être amenées, et ici à France Télévisions, même il y a toute une politique autour du handicap qui fait que l'accueil et le travail, l'emploi d'une personne en situation de handicap, sourde ou autre, peut être tout à fait envisageable. Moi, je pense que c'est oui. Je pense que la réponse est oui. La réponse est oui. Après, je pense que c'est important d'être bien entouré. Tout dépend du média, parce que si on parle par exemple, du web, de l'information sur Internet, il n'y a aucun souci puisqu'il s'agit d'écrits. Voilà. Après, si on parle de médias audiovisuels, de radio ou télé, effectivement, c'est plus compliqué, mais tout est envisageable parce qu'on travaille en équipe. Il peut y avoir une tierce personne pour la voix. On peut imaginer plein d'adaptations à partir du moment où c'est un travail d'équipe. Donc, à mon avis, les champs du possible sont assez étendus. Si, à partir du moment où les rédactions et les médias s'adaptent, oui. Ça répond à votre question? Ok. Et donc, quelles sont les qualités nécessaires pour être journaliste? Les qualités, je pense que j'en mettrai 2 ou 3 en priorité. Bon, aimer l'actualité, mais ça paraît évident. Être curieux, aimer les gens, voilà. Je parlais du travail d'équipe, aimer travailler en équipe parce qu'on fait rarement quelque chose tout seul, qu'on soit journaliste, presse écrite, web, télé ou radio. Et puis peut-être une autre qualité aussi, c'est ne pas aimer la routine, ne pas avoir peur du changement, être souple parce que les journées, l'information n'étant pas forcément prévisible, les journées entre celles qu'on prévoit le matin et celles qui vont se passer, entre le journal qu'on imagine et celui qui sera le soir à l'antenne, les choses sont très différentes, donc il faut être assez souple et ne pas avoir peur du changement. Amélie, tu en vois d'autres? Moi, je mettrais l'accent sur la curiosité. Ça veut dire s'intéresser à tout, un peu tout le temps, être ouvert, ne pas s'interdire des questions et se questionner même, se dire tiens, pourquoi il y a ça, ou qu'est-ce qui se passe, ou être toujours un peu en alerte. Ça, c'est vraiment la première qualité du journaliste que logiquement on retrouve quand même dans tous les profils de journalistes. Et après, oui, le sens de l'actualité, aimer traiter l'information et le travail en équipe, ça c'est beaucoup pour la télévision, la radio, mais même la presse écrite, parce qu'en fait on n'est jamais seul même. En télévision, nous on est en bout de chaîne au journal, mais derrière il y a toute la régie, je vois Gilles là-bas, je vois Gaëtan au son, il y a les caméras, il y a les lumières, tu vois que même ici on est loin d'être seul. Et c'est pareil en presse écrite, il y a ceux qui relisent, qui corrigent les fautes, qui choisissent le titre. À la radio, celui qui fait le son, le programmateur, enfin je passe tous les métiers, mais donc il faut aimer ce collectif, cette vie de la rédaction. Et peut-être j'en rajouterai une qualité, c'est avoir le sens critique, ne pas partir du fait que les choses vont de soi, ne pas être dupe. Essayer d'aller chercher de gratter l'information, d'aller chercher ce qu'il y a derrière, avoir un regard un peu critique sur l'information. Justement, on parlait de diversité des points de vue, je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est un métier qui t'intéresserait, être journaliste? Oui, pourquoi pas. Tu sais ce que tu voudrais faire? Pour l'instant, je suis plutôt branché informatique, mais ça peut être un métier, oui. Merci. Moi, ma question, elle sera plus tournée sur est-ce que ce n'est pas trop déprimant de voir l'actualité tous les jours au vu du contexte géopolitique? Oui, ça peut l'être. Ça peut l'être. Après, oui, effectivement, là, souvent l'actualité n'est pas drôle. Donc la réponse que j'ai envie de faire comme ça directement, c'est oui.
Après, comme dans beaucoup de métiers, je crois qu'il faut avoir un recul, ne pas tout prendre personnellement, sinon effectivement on deviendrait déprimé en 24 heures. Et puis, solution, peut-être, garder une partie du journal, que ce soit un journal radio ou télé, pour de l'information plus joyeuse, plus positive, chose qu'on fait. Alors on la met souvent à la fin du journal, cette information plus joyeuse, plus positive, mais il nous arrive d'inverser aussi les choses et de commencer par quelque chose qui va bien. On sait que c'est une critique qui nous est faite souvent, ne parler que des choses qui vont mal. On en a conscience, donc on essaie, quand c'est possible, c'est peut-être pas le meilleur exemple en ce moment avec l'actualité internationale, mais on essaie quand c'est possible de positiver un minimum l'information. On est formé, en tout cas j'étais formée, un de mes professeurs en école de journalisme nous disait on n'est pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Donc, voilà, déjà ça posait le cadre, c'est-à-dire que l'idée est globalement de parler de ce qui ne va pas. Ça, c'est en train d'être beaucoup transformé parce que c'est une critique qui est adressée aux médias en général, d'être un peu focalisé justement sur tout ce qui ne va pas. Et je trouve qu'effectivement, en travaillant en région, on a vraiment l'opportunité de se rendre compte que oui, il y a des actualités très difficiles à porter, mais il y a tout un panel vraiment d'initiatives extrêmement positives, de gens qui font des choses mais incroyables. Et donc quand tu regardes le journal du début à la fin, même si au départ tu démarres, tu dis bon, ah d'accord, il y a ça dans l'actualité. Quand tu arrives au bout, tu dis oui, mais il y a aussi quand même vraiment, et heureusement c'est la vie, de très belles choses qui se passent. J'ai un exemple concret. Ça concerne non pas la télé, mais le site internet de France 3 Occitanie, le site web. Donc c'est un flux continu d'informations régionales. On peut mesurer en temps réel l'audience, le nombre de clics sur le site web. Et c'est vrai que ce qui marche très bien, c'est le fait divers, les informations tristes, les drames, les meurtres, bref, le tragique. Ça marche très bien. Mais néanmoins, il y a parfois des surprises. On l'a vu sur de l'information positive aussi, avec des portraits, des interviews. C'est peut-être un peu à la marge, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une demande pour une information plus joyeuse. Et on peut le mesurer directement, en temps réel, en audience sur Internet. Et je reviens juste, parce que c'est une question vraiment intéressante, sur justement le travail en équipe et collectif. Ça, c'est vraiment chouette quand des fois on est amené à partir sur des reportages qu'on sait difficiles, parce que c'est un fait divers, c'est un drame, une tragédie, enfin peu importe. Donc on part dessus dans la voiture. Mais comme on est en équipe, ça permet quand même toujours, soit avant ou après, de discuter, d'avoir cette vie en équipe, un peu d'humour, pourquoi pas, enfin peu importe, on se raconte des blagues, on vit le trajet comme on a envie, avant, après, mais on n'est pas seul face à l'événement qu'on couvre, et ça permet, je trouve, très souvent ce recul, toute cette vie en équipe, on a parfois une vraie proximité. Quand vous allez dans le Gers en voiture, vous roulez 2 heures aller, 2 heures retour, vous avez le temps de vous raconter pas mal de choses. Donc ça permet, tu vois, justement de se dire, bon, ok, on a couvert ça, c'était pas simple, mais notre vie à nous, on est reporter, on est journaliste, notre vie à nous, c'est pas la nôtre, justement. Et ça, c'est un recul vraiment indispensable quand on est journaliste. Très bien. Louise ? Alors ma question, c'est pourquoi vous avez décidé de nous rencontrer et dans quel but? Ok. Alors, il y a déjà le contexte, cette semaine emploi et handicap. Et personnellement, Amélie, on va lui poser la question, mais je pense qu'on est... on nous reproche parfois d'être un peu inaccessible en télévision. Et l'idée, c'est d'ouvrir à tous les publics, déjà, nos locaux, nos studios, et partager la façon de travailler. Et puis, on ne l'a peut-être pas encore abordé, mais on est aussi, nous, en attente de votre regard sur l'information télé ou web, de voir ce qui vous convient ou ce qui vous manque,
Et moi, je suis curieux de savoir aussi quelles sont vos attentes, ce que vous aimeriez voir peut-être qui n'existe pas ou pas suffisamment en matière d'information régionale. Donc, il y a cet échange que je trouve intéressant dans ce moment-là aujourd'hui. Oui, il y a tout ce que tu dis, Nicolas. Après, nous, on est en plateau, mais on a une vie hors du plateau. Donc, le handicap, on connaît. On peut y être sensibilisé de par nos familles ou nos amis, nos proches. Et moi, je participe au DOD. Je trouve super qu'on puisse vous recevoir, discuter, échanger. Parce que ce soit la surdité ou beaucoup d'autres handicaps que je peux côtoyer au quotidien ou dans ma vie personnelle, fait que je trouve que tout le monde a sa place et il faut la donner et la prendre. Donc, Et puis, alors pour les personnes sourdes, moi j'ai une anecdote, c'est que j'ai fait un reportage sur WebSourd, peut-être ça vous parle, parce qu'à Toulouse, il y a une communauté personnes sourdes autour du handicap. Et je me souviens, donc j'avais fait tout un feuilleton sur cet écosystème à Toulouse. Et j'ai eu des moments, mais vraiment de fou rire. Par exemple, les lieux de rendez-vous, c'était dans des cafés, en bordure de route. Donc moi, je me disais, la voiture... Mais en fait, ça ne gênait pas du tout les personnes que j'ai interviewées, évidemment, puisqu'ils n'entendaient pas la voiture, ni le trafic. Et c'était des moments dans la communication et l'échange qui étaient vraiment très forts. Parce qu'en fait, du coup, les cris avaient pris une place importante, les lettres, ou la communication, ou le regard. Et donc, je trouve très sincèrement qu'on a aussi beaucoup à apprendre quand on se rencontre de nos échanges. Alors, ici aujourd'hui, mais même à l'extérieur. Alors, je lisais sur un sondage, mais qui remonte à 1 an ou 2, que... en France, les personnes sourdes attendaient beaucoup de la télévision pour s'informer. Donc c'était le premier média. Mais est-ce que c'est le cas pour vous, enfin vous, collectif, jeune génération, ou est-ce que vous êtes plutôt sur les sites web, Internet d'information, les réseaux? Quel est votre... là, c'est moi qui pose les questions. quelle est votre source préférée, prioritaire ou préférée tout simplement d'information? Virgile, par exemple. On revient, alors, hop. Il faut identifier, là c'est le jeune en fait. Oui, oui. C'est ça. Non, personnellement, je suis plus réseaux sociaux et Internet. Je regarde plus cette partie-là de l'information parce que c'est plus accessible pour moi. Je veux dire, c'est plus simple et l'information véhicule le plus rapidement. Après, moi personnellement, je suis conscient tout de même des dangers un peu que peuvent avoir les réseaux et tout autour de mes informations, comment on dit ? Désinformation. Désinformation. La désinformation et aussi au fait que le contenu peut être avec les intelligences artificielles qui sont prédictives et le contenu qui peut être du coup adapté à la personne et du coup se rajouter des informations qui ne sont pas forcément vraies ou générales. Donc, mais je me renseigne quand même plus via Internet et les réseaux. D'accord. Voilà, le conseil qu'on peut peut-être donner, si vous êtes, mais comme toutes les personnes de votre génération, hein, on va dire les moins de 30 ou 25, c'est effectivement il y a des sources d'informations très intéressantes, mais c'est de privilégier les sites officiels, notamment les sites de France Télé, ce n'est pas les seuls, hein, mais effectivement ne pas forcément recueillir l'information brute sur les réseaux sociaux sans ce filtre important, nécessaire, justement des sites officiels de rédaction, je pense notamment au site de France Info, c'est-à-dire où l'information est vérifiée, l'information est recoupée, parce qu'il y a tellement de choses qui traînent qu'on est vite perdu et peut-être mal informé. Ta question, ta remarque, elle croise celle de Louis sur la déprime de l'actualité. C'est très intéressant ce que tu dis parce que quand on travaille sur un journal tous les jours avec Nicolas, on réfléchit à tout un conducteur qui dure maintenant plus d'une demi-heure, où on va traiter l'actualité du jour, mais aussi des sujets peut-être plus économiques, de société,
environnementaux. Et puis, il y a une dernière partie qui va être, pourquoi pas, de la culture ou du portrait. Donc, un journal, et même si tu ouvres un journal de presse écrite ou si tu écoutes un journal radio, et c'est pareil pour la télévision, c'est très large et c'est construit. On n'a pas que les sujets d'actualité chaude. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en s'informant souvent par les réseaux sociaux, via les algorithmes, ne remonte que ce que tu regardes habituellement. Je ne sais pas si tu aimes le foot, tu vas voir toutes les actualités sur le foot. Si tu aimes les rois et reines, tu vas voir Kate Middleton qui a reçu le président de la Corée du Sud, par exemple. Voilà. Ouais, bref, c'est les algorithmes. Et ça, nous, on travaille vraiment différemment, ce qui a l'avantage de cultiver ta culture générale. C'est-à-dire que tu vas regarder le journal du début à la fin. Bon, tu vas savoir que les agriculteurs manifestent, qu'il y a eu une contamination à une bactérie pour des enfants à la crèche. Ah, mais tiens, tu vas aussi savoir que Airbus ne produit pas que des avions, mais aussi des bateaux. Ah, bah tiens, qu'il y a une exposition Giacometti aux abattoirs assez inédite, etc., etc. Ça va ouvrir ton champ de connaissances sur ce qui se passe dans ta région. Et ça, je crois sincèrement qu'on ne l'a pas encore, ça viendra peut-être, mais on ne l'a pas encore sur les réseaux sociaux. D'où l'intérêt, je ne plaide pas pour l'ancien monde, mais quand même, il y a tout un travail qui est fait par les rédactions. De mise en forme. De mise en forme, de vérification de l'information, de construction. On appelle ça un travail éditorial qui se fait avec les rédacteurs en chef, les présentateurs, scripts, etc. le matin. On choisit par quoi on ouvre, qu'est-ce qu'on met au milieu, qu'est-ce qu'on décline, qu'est-ce qu'on invite, et qui fait un journal, et pas seulement une information. Et du coup, je voulais rebondir par rapport à ça, parce que j'ai une question justement. C'est comment est-ce que vous sélectionnez l'information et comment est-ce que vous choisissez les images que vous montrez? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, l'information, elle est sélectionnée, comme tu dis, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il y a ce qui s'impose. Donc, l'information, on va dire, incontournable, parce que ce matin-là, ça fait les titres partout. La manifestation des agriculteurs aujourd'hui à Toulouse, c'est difficile de passer à côté. Si évidemment le Hamas attaque Israël, c'est difficile de passer à côté. La guerre en Ukraine, enfin bon, il y a des choses qui s'imposent à soi assez naturellement. Ensuite, il y a les informations que nous avons nous-mêmes. L'information sur la contamination à la crèche, les enfants, c'est une information France 3 Occitanie. Donc ça, on la traite de par nous-mêmes. Et ensuite, il y a tout un travail, c'est pour ça qu'on disait la curiosité, les propositions des journalistes, des choses qu'on a lues, qu'on a vues, où on se dit tiens, ça serait intéressant. C'est collectif. Hein. C'est collectif. Il y a un vrai travail de proposition, d'échange le matin lors de la conférence de rédaction. Et ensuite, en fonction du nombre d'équipes, s'il y a 3 équipes de tournage ou 2 ou 4, on dit ça, il faut le faire, on ne peut pas s'en passer pour ce soir. Tiens, ça, on peut plutôt partir là-dessus. Toi, qu'est-ce qui t'intéresserait? Qu'est-ce qui est indispensable à faire ou pas? Voilà, on répartit un petit peu comme ça le travail en voyant ce qu'il faut faire tout de suite ou ce qu'on peut faire un peu plus tard. Et après, sur le choix des images, ça, c'est un travail qui est à la fois, je dirais, technique et journalistique, qui se passe à l'enregistrement, bien sûr, au moment du reportage, mais surtout au montage, c'est-à-dire la phase numéro 2 du reportage. On va sélectionner les meilleures images et interviews qui seront à même de présenter un reportage clair par rapport au sujet qu'on a traité. Voilà, donc il y a une aide qui est apportée par le monteur ou la monteuse au moment du montage des images, montage technique, qui travaille avec le journaliste, le ou la journaliste qui a fait le reportage. C'est-à-dire qu'une équipe de tournage, c'est un rédacteur et un caméraman, JRI on dit, journaliste, reporter d'image. Ils partent souvent à 2 sur le terrain. Donc là, effectivement, comme dit Nicolas, on filme, on interviewe, on construit, on prend toute la matière, on va dire. Ensuite, on revient à la rédaction et le rédacteur part dans une salle de montage avec un monteur. Et c'est là où il écrit son commentaire, la voix qu'on entend. Et avec le monteur, on construit le reportage et c'est là que sont sélectionnées les images. À France 3, il y a des formes d'éthique. Par exemple, si vous partez sur un accident de la route, ou je ne sais pas s'il y a des gens décédés, on ne fait pas un zoom dessus en filmant. Si quelqu'un fond en larmes, on ne va pas être... voilà, on essaie de
de préserver, on reste digne, on va dire, dans ce qu'on filme. Mais de toute façon, après, il y a ce filtre du montage où, avec le monteur qui, lui, n'était pas sur le tournage, il va pouvoir dire, tiens, ça me semble fort, ça, je pense qu'il faudra accrocher avec ça, ça, c'est une image. Et hop, on travaille encore une fois collectivement pour bâtir ce reportage. La journée n'est pas finie. Une fois que c'est fait, je vous fais la chaîne. On part au mixage. Mixage, donc là, il y a le son, où on est dans une cabine avec les écouteurs et le micro. Et on enregistre ce commentaire. Et ensuite, c'est mixé. Les sons sont, j'aurais pas le bon terme, mais ils sont alignés, ajustés, tout ça. Et ça part à l'antenne à ce moment-là. Et c'est vérifié normalement en amont par le rédacteur en chef du journal qui valide, on dit qu'il valide le sujet, c'est-à-dire qu'on lui montre le sujet et il dit « Ok, c'est bon pour moi, on comprend bien » et ça part comme ça et c'est diffusé. Et c'est là que nous, on intervient, c'est pour ça qu'on est vraiment au bout de chaîne, on intervient pour vous lancer le sujet. Donc tout ça pour dire, par rapport à votre question, qu'il y a effectivement toute une chaîne de contrôle et de vérification des images et du commentaire avant la diffusion. Voilà. Alors, tout ça, ça a l'air un peu complexe. Est-ce que, combien de temps, quelles sont les études qu'il faut faire et pendant combien de temps? Alors, il y a quelque chose qui est assez particulier dans le métier de journaliste, c'est que officiellement, je dis bien officiellement, le diplôme n'est pas obligatoire. Nous sommes l'une des rares professions où le diplôme n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que pour être prof, je ne sais pas, chauffeur de taxi, boulanger ou que sais-je encore, il y a un diplôme, des études obligatoires. Officiellement, il n'y a pas de diplôme obligatoire. Ça, c'est le discours officiel. Après, enfin officiel, c'est le discours théorique, on va dire, plutôt. Mais dans la réalité, l'immense majorité de la jeune génération de journalistes qui arrivent sur le marché de l'emploi a fait un parcours classique, c'est-à-dire un peu d'université et une école de journalisme après. Et c'est le conseil qu'on peut donner. Oui, c'est le conseil qu'on peut donner parce que ça aide à entrer dans la profession, à démarrer, à avoir des connaissances, des stages plus rapidement, etc. Donc voilà, c'est-à-dire l'université au préalable, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des lettres, de l'histoire géo, voilà, même des sciences, pourquoi pas, il y en a. Et après une école de journalisme. Donc d'abord une partie plus théorique à l'université et après une école de journalisme qui est très très pratique, où on apprend vraiment à écrire, à parler, à construire un reportage, quel que soit dans les différents médias qui existent. Oui, aujourd'hui, si tu voulais te lancer dans le métier de journaliste, je te conseillerais de faire une école de journalisme. Il en existe 12 ou 13 reconnus par la profession, donc qui sont identifiés comme étant, reconnus comme formant, comme diplômant des journalistes, futurs journalistes. Et c'est un peu la voie, c'est même la voie habituelle par lesquelles passent la plupart des jeunes journalistes, parce que ces écoles ont ensuite des partenariats, des accords avec les médias pour les stages, pour l'alternance, pour même les stages de fin d'études. Donc c'est la très grande majorité aujourd'hui, même s'il peut y avoir des parcours isolés, mais c'est la très grande majorité, les journalistes que vous croiserez plus tard ou que vous croisez aujourd'hui ont eu ce parcours. Je crois qu'il y a des statistiques là-dessus sur... En France, sur les journalistes en activité, il doit y avoir à peu près entre 30 et 50% de journalistes en activité aujourd'hui qui ont fait une école. Mais si on prend la nouvelle génération qui sort sur le marché du travail, on est à largement au moins 90%, 80-90% de jeunes journalistes qui ont fait une école de journalisme. Ça, c'était pas vrai avant. Avant, c'était pas tout à fait comme ça. Vous tapiez un peu à la porte d'une rédaction et vous commenciez à intégrer, à travailler pour un journal. Et puis, vous obteniez votre carte de presse et puis vous deveniez journaliste. Presque, on lit parfois des biographies des hommes ou des femmes qui sont devenus presque journalistes par hasard, entre guillemets, au gré des rencontres. Ce mythe-là, il a vécu un peu. Oui. À cause du principe de réalité, pour être peut-être plus efficace d'emblée. Après, ça a un avantage, l'école, c'est qu'on est professionnel, opérationnel plus vite. La critique qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a
une sorte de formatage d'étudiants en journalisme qui se ressemblent un petit peu tous et toutes. Et il y a moins peut-être de diversité de parcours avec des gens qui ont fait autre chose, un autre métier, comme c'était le cas avant d'arriver au journalisme. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est priorité peut-être à l'efficacité. Et en tout cas, si ça vous intéresse, le conseil, faites une école. C'est quand même plus facile. Une école de journalisme. Et par le type de médias utilisés, il y a des grosses différences entre un journaliste de presse, web ou à la télévision? Ah, c'est une bonne question. Alors oui et non. En fait, non, parce que tout le monde travaille pour donner de l'information. Donc l'essence même du métier, la base, c'est l'information pour le plus grand public, ou des publics plus spécialisés, s'il s'agit d'informations spécialisées. Après, oui, la différence est très grande, et ça s'apprend à l'école. Souvent, c'est souvent des écoles en 2 ans, des fois 3 ans. La dernière année est consacrée à une spécialité, presse écrite ou internet ou télé ou radio, parce que les outils sont de plus en plus techniques. Oui, et on continue à se former même après de faire de la formation professionnelle, parce que les outils sont de plus en plus techniques, pointus, par exemple pour travailler sur Internet. L'appréhension aussi du temps est différente. Sur Internet, on va travailler en continu, réactualiser une information sans arrêt. Nous, on travaille plutôt du matin pour le soir, c'est différent. Donc, Et la radio pour le matin. Et la radio plutôt pour le matin. Ou La voilà. radio, on dit que c'est le média du matin. La télé, jusqu'ici, c'est un peu le média du soir. Oui. La presse écrite, là, ils se sont beaucoup mis sur le web, donc c'est beaucoup de l'immédiateté, un peu en continu. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a la question du temps n'est pas tout à fait le même, et les outils. Les outils sont... La caméra pour la télé, les micros, le son pour la radio. Et donc ça nécessite une formation, et l'écriture est très différente. Un journaliste de presse écrite, il peut prendre un peu plus de temps. Un commentaire télé, c'est court en réalité. Mais il y a l'image, donc tout se complète en fait. Après, on est beaucoup quand même dans la polyvalence. Par exemple, ici à France 3 Occitanie, peut-être pas tous, mais la plupart des journalistes sont capables de faire un reportage télé et un reportage sur Internet, sur le web. Et ils alternent dans leur planning sur les 2 médias, pour France 3 Occitanie, télé ou web, sur une même semaine par exemple. Merci. Moi, ma question, c'était actuellement sur YouTube, je vais prendre l'exemple d'Hugo Décrypte, les journalistes se développent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est un frein pour le journalisme à la télé, ou justement c'est quelque chose qui peut vous aider tous les jours? Nous, on l'a intégré à France Télé parce qu'il y a un fort développement du web, du site web France Info National ou des sites d'information régionaux qui marchent bien. Pour l'instant, je dirais qu'on l'a intégré en parallèle de la télé. Moi, je pensais personnellement que le média télé déclinerait plus vite. C'est sûr qu'il y a un jour où, à mon avis, il y aura beaucoup plus de choses sur smartphone, iPhone, tablette, ordinateur. Oui, il y a une forme de concurrence, mais France Télé investissant beaucoup dans le numérique, et les audiences de nos sites web, internet régionaux étant fortes, je pense que l'idée c'est de continuer à travailler sur les 2 registres. Alors il y a une audience plus âgée sur la télé, une audience plus jeune sur Internet, mais on le voit comme 2 médias qui aujourd'hui du moins, peut-être, je rappelle le même discours dans 10 ans, mais on le voit comme 2 médias parallèles et complémentaires. Et la preuve en est que nos journalistes travaillent sur les deux formats. Voilà. Après, c'est sûr que ça crée une concurrence plus vive, mais il faut le voir comme une saine émulation, quoi. C'est-à-dire comme quelque chose qui va nous tirer un peu vers le haut. Et je reviendrai là par rapport à
beaucoup de sites ou de chaînes YouTube qui se développent sur l'importance d'avoir la marque France Télé pour avoir une information vérifiée, quelque chose de crédible, une sorte de label, entre guillemets, par rapport à la multiplicité des chaînes YouTube, ou en tout cas, ou même peut-être de personnes qui se prétendent journalistes, mais qui ne le sont pas. Ouais, ta question, là, c'est Voilà. le pari de l'avenir. Hein. C'est-à-dire que personne n'a la boule de cristal pour décrypter si Ouais. Internet vaincra tous les autres médias. On l'avait dit pour la presse écrite. Finalement, la presse écrite résiste et certains médias, je crois que c'était le New York Times ou le Washington Post, même Le Monde, s'en tirent très bien. Nous, pareil, hein, la mort de la télé a été annoncée à maintes reprises. On est toujours là et les audiences, finalement, déclinent pas. Ou pas très peu. Donc Après, bon. c'est une vraie question. Ouais. En gros, la question, c'est la télé, jusqu'à quand par rapport à Internet? Moi, je ne suis pas très inquiet par rapport à ça, même pour les générations d'après de journalistes, parce que même dans 10 ou 20 ans sur Internet, qui sera encore très différent, je pense, il faudra toujours fabriquer du contenu, et un contenu crédible et sérieux. Là, je parle de l'information, hein, pas forcément du divertissement, de l'information. Donc peut-être que les supports seront différents, mais le travail à fournir de journalistes sera toujours nécessaire. Et là, pour l'instant, on est vraiment dans une complémentarité. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment comme ça avec les équipes du web et la polyvalence. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Si on a une information, on la partage. Si l'on, pareillement, on passe de la télé à Internet. C'est de plus en plus intégré dans notre façon de travailler. Du coup, est-ce que vous voyez toujours être journaliste dans 10 ans? Dans 10 ans, moi je suis plus vieux que toi, mais Mais la Oui. retraite, c'était éloigné. ouais, la retraite c'était éloigné. Oui, donc disons, oui. Après, il y a un proverbe qui dit le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Mais personnellement, je n'ai pas l'intention d'en sortir. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Oui. Oui, parce que c'est un métier de... La réponse est oui, parce que c'est un métier de liberté et surtout de créativité. En fait, notre métier consiste en deux choses, c'est avoir des idées de reportage et raconter des histoires. Donc le métier est plutôt sympa. On n'a pas toujours l'impression de travailler le matin, quoi. Il peut y avoir un fond de routine, des choses un peu compliquées, mais c'est plutôt plaisant d'être payé pour raconter des histoires. Dans 10 ans tu te vois où dans 10 ans? Ouais, non, je dirais oui aussi. Je repensais à ce que tu disais, être payé pour raconter des histoires ou être aussi payé pour être sur des événements. Alors moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire, des fois, on se pince en se disant waouh, on est là. Alors, ça peut être un concert, ça peut être vraiment tout type d'actualité. On est là et en plus, c'est notre travail d'être là. Donc, on est rémunéré pour être là. Et là, c'est vraiment topissime. Et franchement, ça c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est que le journalisme, c'est quand même un métier passion. C'est un métier, quand on le fait, on aime le faire, on aime aller rencontrer les gens, on aime suivre l'actualité, l'événement, le couvrir, parce qu'on dit être dessus. Et quand on fait ça, c'est, je pense, difficile d'envisager d'autres professions. Moi, j'ai toujours voulu le faire depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours voulu être journaliste. Donc, j'aimerais bien le continuer jusqu'à 77 ans, c'est ça? C'est ça la chanson de Sando? De 7 à 77 ans. Bon, je m'arrêterai peut-être un peu avant quand même. Mais ouais, c'est un métier qu'on aime énormément. C'est rarement un métier qu'on choisit par hasard. Ouais. Parce que c'est effectivement un métier passion. Ouais. Et puis tout ce que Nicolas a dit, le fait qu'il n'y ait pas forcément de routine, le fait que l'actualité soit souvent changeante, on a l'impression d'être toujours finalement en mouvement, en action. Et ça, c'est quand même... ouais. Je ne suis pas sûre certain que ça se retrouve partout. Oui, non. Il y a un autre avant... Enfin,
À France 3 Occitanie, on est moins nombreux que dans des rédactions à Paris, des rédactions nationales. Donc, il y a aussi quelque chose qui est intéressant pour le métier, c'est qu'ici, à Toulouse, enfin à France 3 à Toulouse, nous sommes des journalistes généralistes. Nous ne sommes pas des journalistes spécialisés. Il n'y a pas de journaliste qui fait que du foot, que de la justice. Voilà. On traite tout type d'informations dans les rédactions régionales de France 3. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit des choses différentes toute la semaine. Ça va? Ouais. Est-ce que c'est clair? Et vous avez peut-être des questions à leur poser, non? Je sens Oui. que Virgile a une appétence pour le journalisme. C'est une question? Non, alors, en vrai, j'ai une vraie question. Oui. Comment vous nous percevez? Alors nous, peut-être pas ici Nicolas Amélie, mais plutôt la télévision, les journalistes, les médias. Moi ou quelqu'un d'autre? Bah, toi, je te regarde. Non, en vrai, comment est-ce que je vous perçois? Je sais pas la réponse. Je vous perçois de manière neutre, on va dire. Enfin, je veux dire, si je regarde à la télé, les informations, c'est pour avoir les informations principalement. Donc, comme des transmetteurs d'informations, on va dire. C'est comme ça que j'imagine qu'un journaliste doit être. Donc, transmettre l'information en toute transparence et honnêteté, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et en tant que... comment dire, celui qui regarde en tant que téléspectateur, voilà. Ouais. Ouais. En tant que téléspectateur, avoir l'information la plus claire, concise et complète possible de la part de journalistes. Voilà. En tout cas, si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant que le contact est pris, parce que c'est un peu notre quotidien, c'est-à-dire qu'on est toujours en recherche, en quête d'informations. Alors, on parlait des sources, d'où viennent vos informations, c'est ça, elles viennent aussi des contacts personnels, du carnet d'adresses personnelles, des gens qui nous écrivent, hormis l'information qui s'impose, qui va de soi, voilà, elle vient de tous les contacts personnels des uns et des autres. Et tout cela crée un débat et des sources d'informations qui arrivent par plusieurs flux. Et après, notre travail consiste à faire des choix de thématiques et un travail de mise en forme de l'information. Et Voilà. vous trouvez la télévision has-been? Lise? Démodée, dépassée, Dépassée vieillotte. Je trouve que la plupart de mes amis, ils me disent jamais qu'ils regardent la télévision. Donc, je ne sais pas si c'est le manque de temps ou alors qu'ils ne sont pas intéressés ou autre chose. Mais je pense que ça dépend des personnes d'un certain âge. S'ils s'intéressent aux informations à la télévision. Ils regardent plutôt vos amis, les Internet ou les réseaux. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes leur choix de programme, c'est ça? Plus que la télé? Oui. Ouais, d'accord. Je trouve qu'au contraire, la télé, donc avec des informations qui se renouvellent chaque jour, en fait, finalement, ça reste quand même assez dans notre quotidien. Même si les journaux du soir, bah, ça date de l'invention de la télévision. Et non, moi, je trouve ça intéressant donc, de chaque soir savoir qu'on peut avoir des informations qui ont été vérifiées, etc. Après, par rapport au côté handicap et sourd, ça reste quand même... même si on a des images et tout, ça reste quand même très auditif. Et donc, parfois, on peut ne pas tout comprendre.
Même si parfois on peut avoir les sous-titres, etc. Mais souvent ils sont un peu en décalé parce que ça peut être du direct ou des trucs comme ça. Donc, mais je pense que la télévision a encore des avancées à faire et que non, c'est pas encore. J'avais lu une remarque qui était faite sur la qualité des sous-titres par rapport aux personnes sourdes, qui était peut-être insuffisante. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, vous notamment pour l'information? Est-ce qu'il y a un travail d'amélioration des sous-titrages à faire, spécifiquement, particulièrement pour l'information à la télé? Est-ce que vous l'avez remarqué? Ouais. Les sous-titres sont en décalé, du coup, en fait, des fois, ça change de thème. Et on a encore les sous-titres du thème précédent. Donc c'est un petit peu dérangeant. Bon, il faut espérer que l'intelligence artificielle mettra du temps réel dans le sous-titrage. Ok. Et ça, c'est un frein, j'imagine. Un frein pour vous, pour regarder l'information du soir. En fait, un petit peu, puisque avec ce décalage, on est obligé de réfléchir à ce qui s'est passé avant. Et donc finalement, plus que nous aider, ça nous fatigue encore plus. Et vu que c'est le soir, déjà qu'on est fatigué, on ne peut plus. D'accord. Ouais, donc il faut travailler, un travail à effectuer peut-être sur ce temps, ce temps réel, cette coordination, voilà, sur des sous-titrages. Et quand En temps quelqu'un réel. signe en temps réel, là, c'est mieux. On le voit pour les questions à l'Assemblée nationale, par exemple. En fait, on n'est pas un signant. Ah, d'accord. Donc, vous connaissez Codeur LPC, l'association? Oui. De nom. Donc nous, on fait du code. Donc c'est un outil qui va nous aider à comprendre le français. Et donc ça n'a rien à voir avec la langue des signes. Donc quand il y a un traducteur signant, on ne comprend pas. D'accord. Mais je noterai tout de même quand même que ces derniers temps, j'ai repéré que les codeurs LPC commençaient à arriver sur la télé, même si je pense qu'il y a toujours du travail à faire pour qu'ils soient plus présents. Mais je remarque tout de même qu'il y a un travail d'amélioration qui est en cours, malgré ce ce retard de sous-titrage qui peut parfois être gênant pour une information. Ouais, c'est vrai. Bon, une marge de progression alors. Très bien. Encore peut-être des questions? Bon, on espère qu'on a été clair et direct dans nos réponses. Ça vous aura peut-être donné envie de venir vers cette profession. Je ne sais pas. On ne sait pas. En tout cas, il ne faut pas fermer de porte. Et puis, en tout cas, regardez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, que ce soit les émissions télé et les journaux, ici 12-13, ici 19-20 d'information, ou le site internet. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on progresse, c'est ensemble, on est plus intelligent à plusieurs, avec vos remarques. N'hésitez pas à nous faire des retours. On essaiera d'en tenir compte pour améliorer notre offre d'infos et puis, encore une fois, essayer de s'adapter à tous les publics. Mais effectivement, moi je retiendrai qu'on ne sait pas à quoi ressembleront nos médias dans 10 ans. On ne sait pas forcément où on sera dans 10 ans, mais en tout cas, j'espère qu'on le fera toujours avec autant de passion, puis de sérieux, de crédibilité et d'infos recoupées. Tout à fait. Je pense que l'enjeu des mois et années qui se profilent sera vraiment l'info vérifiée, l'information de qualité et vraie, l'info vraie. Là, on le voit, hein, c'est un enjeu de taille. Donc, on y met, je peux vous dire, toute notre énergie au quotidien. On peut passer la journée entière au téléphone pour vérifier une information. Les reporters vont sur place pour vérifier que ça s'est bien passé et c'est ça qui s'est passé, etc.
Donc, le métier de journaliste, et je crois que la carte de presse n'a jamais aussi bien porté son nom. Et ça, c'est des défis qu'on relève pour vous, hein, pour ceux qui s'informent, pour que vous puissiez vous dire quand vous regardez le journal de France 3 Occitanie, ça, c'est une information sûre, a priori, ils ont fait leur travail. Et si jamais on se trompe parce qu'on est humain, on vous dira, excusez-nous, on a pu se tromper. Voilà, on a un rapport de confiance les uns envers les autres, et ça, c'est extrêmement important. Et s'il y a, avant qu'on se quitte, un conseil qu'on peut vous donner, c'est peut-être même 2 conseils, c'est par rapport à l'information. Premier conseil, c'est diversifier vos sources d'information. Ne restez pas sur un seul média. Et deuxièmement, mais je reviens à ce que je disais au début, gardez un regard critique sur tout ce que vous pouvez lire. Ça rejoint la diversification des sources, mais gardez toujours un regard critique et un peu un retrait, un peu de doute, un a priori, un regard critique sur l'information, mais surtout diversifier vos sources d'information. Ça, c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Et encore une fois, merci d'être venu nous voir.